20 experts ont passé des jours à essayer de résoudre le problème, mais la femme de ménage silencieuse a indiqué la solution en quelques secondes. Le millionnaire l'a tiré par le bras, tremblant et en état de choc, et le secret qu'elle a révélé a laissé tout le monde bouche bée. Que pensez-vous qu'il va se passer dans cette histoire? Commentez et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. Si cette histoire vous a ému, en tant qu'auditeur premium, il y a des romans encore plus profonds, intenses et secrets. Ce sont des histoires que seuls les membres les plus intimes connaissent. Cliquez sur « Devenir membre » maintenant et écoutez les meilleures histoires exclusives à un prix abordable. Les premiers rayons de soleil pointaient à peine à l'horizon lorsque Marie Dubois franchit les portes de Tech France, le plus grand conglomérat technologique de Lyon. C'était juste un jour de plus dans la routine de cette femme de 42 ans, qui travaillait depuis 5 ans comme femme de ménage dans l'entreprise qui révolutionnait l'industrie technologique française. Vêtue de son uniforme bleu délavé et les cheveux crépus attachés en un chignon simple, elle marchait dans les couloirs silencieux de l'imposant bâtiment de verre et d'acier, invisible aux yeux de ceux qui comptaient vraiment dans cet endroit. Tech France bouillonnait d'excitation pour un nouveau projet milliardaire. Ces derniers mois, les rumeurs dans les couloirs ne faisaient qu'amplifier. Il s'agissait d'un système révolutionnaire de traitement des données qui pourrait transformer la gestion énergétique du pays, réduisant drastiquement la consommation et maximisant l'efficacité. Le projet, surnommé « Gardien de l'énergie », était sous la responsabilité de la renommée ingénieure Dr Sophie Moreau, une femme déterminée dont le respect était acquis à force de travail et de compétences. Marie observait tout à distance. Pendant qu'elle nettoyait les bureaux et organisait les salles de réunion, elle captait des fragments de conversation, des chiffres, des graphiques et des équations qui, pour beaucoup, n'auraient aucun sens. Mais pour elle, il y avait une beauté dans les mathématiques qu'elle ne pouvait expliquer. C'était comme si les nombres lui parlaient, révélant des secrets que d'autres ne pouvaient percevoir. « Madame Dubois, pourriez-vous nettoyer la salle 15, s'il vous plaît? Nous avons eu une réunion qui s'est terminée tard hier et c'est un vrai désordre », demanda Céline, la responsable administrative, en lui remettant les clés. « Bien sûr, j'y vais tout de suite », répondit Marie avec un sourire aimable, dissimulant la curiosité qu'elle ressentait. La salle 15 était l'endroit où l'équipe des gardiens de l'énergie se réunissait quotidiennement. En entrant dans la pièce, Marie découvrit des tableaux couverts d'équations complexes et de diagrammes intriqués, des papiers éparpillés sur le sol, des gobelets de café vides et des emballages de nourriture témoignaient de la longue journée de travail de l'équipe. Alors qu'elle rangeait le désordre, ses yeux furent attirés par l'un des tableaux où était écrit en grosses lettres « Problème insoluble ». Sous la question, une équation complexe occupait une grande partie de l'espace. Marie s'arrêta un moment, observant attentivement ces symboles. Quelque chose dans cette formulation mathématique attira son attention, comme une mélodie dissonante qui devait être ajustée. Sans s'en rendre compte, elle s'approcha du tableau, prit une craie et commença à griffonner dans le coin inférieur où il y avait de l'espace. « Que faites-vous, madame ?» La voix grave et autoritaire de Pierre Mercier, le directeur des opérations de Tech France, fit figer Marie. L'homme de près de 2 mètres de haut et à l'expression toujours sérieuse était connu pour son tempérament difficile et son exigence de perfection. « Excusez-moi, monsieur, je ne faisais que... »« C'est nettoyer, » répondit-elle, effaçant rapidement ses griffonnages avec la manche de son uniforme. « Ce n'est pas ce qu'il semblait. On aurait dit que vous touchiez aux équations de l'équipe d'ingénierie, » commenta-t-il, s'approchant pour examiner ce qu'elle avait tenté de cacher. « Vous comprenez quelque chose à tout ça ?» Marie baissa les yeux. « Non, monsieur, c'était juste par curiosité. J'ai presque terminé ici. » Pierre l'observa quelques instants, méfiant mais finit par hausser les épaules et quitta la salle en marmonnant quelque chose sur la sécurité interne. Marie respira de soulagement et se dépêcha de terminer son travail, se promettant d'être plus discrète la prochaine fois. Mais cette équation ne quittait pas son esprit. Durant le reste de la journée, alors qu'elle frottait les sols et nettoyait les toilettes, son esprit travaillait sans cesse sur ce problème. Pendant sa pause déjeuner, cachée dans la petite cafétéria réservée au personnel d'entretien et de maintenance, Marie griffonna dans son carnet usé les parties de l'équation dont elle se souvenait. « Encore avec ce carnet, Marie ?» demanda Martine, une autre femme de ménage,
en s'asseyant à côté d'elle avec une lunchbox. « Tu devrais te reposer pendant le déjeuner, ma pauvre. »« C'est juste un passe-temps, » répondit Marie, refermant rapidement son carnet. « Comment vont tes petits-enfants » La stratégie de changer de sujet fonctionna, et bientôt Martine était absorbée à raconter les péripéties de ses 3 petits-enfants. Mais l'esprit de Marie restait distant, naviguant entre variables et constantes. À la fin de sa journée, Marie prit le bus pour le quartier de la Croix-Rousse, où elle vivait dans une petite maison qu'elle avait réussi à acheter après des années d'économie. Elle y vivait seule depuis que son fils unique, Thomas, avait déménagé à Toulouse pour étudier l'ingénierie grâce à une bourse d'études. Sa plus grande fierté était de voir son fils, fruit d'une relation brève dans sa jeunesse, obtenir ce qu'elle n'avait jamais pu avoir, une éducation formelle. Marie avait à peine fermé la porte qu'elle ouvrait déjà son carnet sur la table de la cuisine. La petite pièce, éclairée seulement par la faible lumière d'une lampe fluorescente, se transforma en son laboratoire personnel. Des heures passèrent tandis qu'elle griffonnait, effaçait et recommençait. La nuit avançait, mais le sommeil ne venait pas. Il y avait quelque chose dans cette équation qui la défiait, comme un puzzle dont les pièces ne s'emboîtaient pas. C'est alors que le téléphone sonna, la faisant sursauter. « Maman, tu es réveillée à cette heure ?» La voix inquiète de Thomas résonna à l'autre bout de la ligne. « Mon fils, ça fait plaisir d'entendre ta voix. J'étais juste en train de terminer quelques trucs ici, » répondit-elle, regardant l'horloge qui indiquait 2h15 du matin. « Quelle chose, maman? Tu dois te reposer. Ce n'est pas parce que tu travailles pour des gens importants que tu dois vivre comme eux. » Marie sourit devant l'inquiétude de son fils. « Ce n'est pas du travail pour l'entreprise, mon fils. C'est un défi personnel. » La conversation se poursuivit quelques minutes, Thomas racontant ses progrès à l'université et Marie écoutant avec un cœur rempli de fierté. Quand elle raccrocha, elle retourna à son carnet avec une énergie renouvelée. Soudain, comme un éclair, elle vit l'erreur dans la formulation originale et une solution possible. Excitée, elle écrivit frénétiquement jusqu'à ce que le sommeil la vainque finalement, affaissée sur ses notes. Dans les jours qui suivirent, Marie observa avec une attention croissante les mouvements de l'équipe des gardiens de l'énergie. Les expressions de frustration sur les visages des ingénieurs et des mathématiciens confirmaient ce qu'elle soupçonnait déjà. Ils étaient bloqués sur ce problème depuis des semaines. Même le docteur Sophie Moreau, toujours composée, montrait des signes de fatigue et d'impatience. « Nous avons 1 mois pour résoudre cela, ou le projet sera annulé », entendit Marie dire le docteur Moreau à l'un des ingénieurs, alors qu'elle nettoyait le couloir adjacent à la salle de réunion. 20 des meilleurs professionnels du pays, et nous n'arrivons pas à avancer. Le conseil d'administration perd patience. Ces mots éveillèrent quelque chose en Marie, un mélange de peur et de détermination. Et si elle avait vraiment trouvé la solution? Et si elle pouvait aider? Mais qui écouterait une femme de ménage sans diplôme? Une femme qui avait à peine terminé le lycée, étudiant le soir tout en travaillant la journée pour subvenir aux besoins d'un jeune enfant. Pourtant, la réponse à ce problème continuait de briller dans son esprit, comme une étoile qui refusait de s'éteindre. Une semaine plus tard, l'ambiance à Tech France était d'une tension palpable. Marie percevait dans les gestes nerveux et les voix altérées qui résonnèrent dans les salles le désespoir croissant. Le projet gardien de l'énergie semblait de plus en plus proche de l'échec. Un jeudi matin, alors qu'elle nettoyait les toilettes de l'étage des cadres, elle entendit une conversation qui la fit s'arrêter, le balai à la main. « François, tu ne comprends pas la gravité de la situation. » La voix était celle de Pierre Mercier, s'adressant au PDG. « Si nous ne résolvons pas ce problème mathématique d'ici la fin du mois, le contrat avec le ministère de l'Énergie tombe à l'eau. Ce sont des milliards d'investissements perdus. »« Calme-toi, Pierre, » répondit François Leroy, l'homme de 50 ans qui dirigeait Tech France, avec un mélange de diplomatie et de vision stratégique qui le rendait respecté dans toute la région Rhône-Alpes. Nous avons embauché les meilleurs professionnels du pays. S'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème, personne n'y arrivera. C'est exactement mon point. Nous sommes au bord d'un désastre entrepreneurial, s'exclama Pierre avant de sortir précipitamment des toilettes. Marie resta immobile quelques instants, réfléchissant à ce qu'elle venait d'entendre. Son carnet, maintenant rempli de notes et de calculs, pourrait contenir la réponse que ces hommes cherchaient tant. Mais comment une femme de ménage pourrait-elle approcher le PDG de l'une des plus grandes entreprises du pays? Ce soir-là, allongée dans son lit étroit, Marie se tournait et se retournait, incapable de dormir. La solution qu'elle avait trouvée était élégante, simple même.
quand on regardait le problème sous un angle différent. Mais, et si elle se trompait? Et si elle se ridiculisait? Pire encore, et si elle perdait son emploi pour s'être mêlée de ce qui ne la regardait pas? Le visage de Thomas, souriant sur une photo posée sur sa table de nuit, lui donna du courage. Son fils lui disait toujours qu'elle était la personne la plus intelligente qu'il connaissait. La différence entre toi et ces docteurs, maman, c'est juste un papier accroché au mur, disait-il souvent. Peut-être était-il temps de prouver que Thomas avait raison. Le lendemain matin, Marie arriva plus tôt au travail. Le cœur battant, elle se dirigea vers la salle d'attente du bureau de François Leroy. Isabelle, la secrétaire exécutive du PDG, la regarda avec surprise. « Je peux vous aider, Madame Dubois ?» demanda la jeune femme, ajustant ses lunettes à monture épaisse. « J'aurais besoin de parler à Monsieur Leroy. »« C'est important, » répondit Marie, serrant nerveusement la lanière de son sac usé où elle gardait son carnet. Isabelle sourit avec condescendance. « Monsieur Leroy est très occupé aujourd'hui. Peut-être pourriez-vous parler à quelqu'un des RH si vous avez un problème. »« Ce n'est pas un problème, c'est une solution, » insista Marie, avec une détermination qui la surprit elle-même. « S'il vous plaît, c'est à propos du projet Gardien de l'énergie. Je sais que cela semble étrange, mais je demande seulement 5 minutes. » La mention du nom du projet secret fit froncer les sourcils d'Isabelle. « Comment savez-vous à ce sujet? Je travaille ici depuis des années. J'entends des choses. S'il vous plaît, 5 minutes pourraient sauver un projet de plusieurs milliards. » Quelque chose dans la fermeté de la voix de Marie dut convaincre Isabelle, qui prit le téléphone et, après une brève conversation, indiqua qu'elle pouvait entrer. Le bureau de François Leroy était exactement comme Marie l'imaginait, spacieux, élégant et avec une vue privilégiée sur les Alpes. Le PDG était assis derrière un imposant bureau en bois sombre, analysant quelques documents. Il leva les yeux avec curiosité quand elle entra. « Madame Dubois, c'est bien ça? Isabelle m'a dit que vous avez quelque chose d'urgent à me dire concernant le projet Gardien de l'énergie, dit-il, indiquant la chaise en face de lui. Marie s'assit, les mains tremblant légèrement. « Oui, monsieur. Je sais que cela doit sembler étrange, mais je crois avoir trouvé la solution au problème qui bloque le projet. » François se pencha en avant, un sourcil arqué. « Vous avez trouvé la solution? Et comment exactement avez-vous eu connaissance du problème? » « Je nettoie les salles de réunion tous les jours. Je vois les tableaux, j'entends les conversations. Ce n'est pas intentionnel, mais ça arrive, » expliqua-t-elle, ouvrant son carnet. « J'ai toujours aimé les mathématiques. J'ai appris seul, en lisant des livres. Et ce problème spécifique, j'ai vu quelque chose que les ingénieurs n'ont peut-être pas remarqué. » Le scepticisme sur le visage de François était évident, mais il fit un geste pour qu'elle continue. Les mains encore tremblantes, Marie montra ses notes, expliquant pas à pas le raisonnement qui l'avait mené à la solution. Au fur et à mesure qu'elle parlait, sa voix gagnait en assurance, les nombres et formules coulant naturellement. François Leroy écoutait en silence, le visage indéchiffrable. Quand elle eut terminé, il prit le téléphone. « Sophie, venez dans mon bureau immédiatement et apportez ces équations du problème principal, » ordonna-t-il, sans donner plus d'explications. Les minutes suivantes furent les plus longues de la vie de Marie. Assise rigidement sur la chaise, elle sentait le regard évaluateur du PDG qui feuilletait maintenant son carnet avec un intérêt croissant. La porte s'ouvrit et le docteur Sophie Moreau entra, portant un dossier. L'ingénieur de 38 ans, aux cheveux noirs toujours impeccablement attachés en queue de cheval et aux lunettes à monture rouge, était connu pour son brillant esprit et sa rigueur. Son regard surpris en voyant Marie se transforma rapidement en confusion. « François, que se passe-t-il » demanda-t-elle, ignorant la présence de la femme de ménage. « Sophie, voici Marie Dubois. Elle travaille au service de nettoyage de l'entreprise et pense avoir trouvé la solution à notre problème, » expliqua François, montrant le carnet. Le rire d'incrédulité de Sophie résonna dans la pièce. « C'est une plaisanterie. Nous avons 20 ingénieurs et mathématiciens qui travaillent là-dessus depuis des mois, et vous pensez qu'une femme de ménage a trouvé la solution. » Marie sentit son visage brûler de honte, mais resta ferme. « Docteur, je sais que cela semble absurde, mais je vous demande juste de regarder mes notes. Si j'ai tort, vous pouvez me renvoyer, peu m'importe. Mais si j'ai raison... » « Sophie, regardez simplement, » ordonna François, tendant le carnet à l'ingénieur. Avec un soupir exaspéré, Sophie commença à examiner les pages. Son expression, initialement sceptique, se transforma progressivement. D'abord la surprise, puis une concentration intense,
jusqu'à ce que finalement ses yeux s'écarquillent. « C'est brillant », murmura-t-elle, regardant Marie comme si elle la voyait pour la première fois. L'approche est complètement différente de tout ce que nous avons essayé. Ce n'est pas conventionnel, mais théoriquement, cela pourrait fonctionner. « Vous en êtes sûr ?» demanda François, se levant. « Nous devons tester, bien sûr, mais le raisonnement est solide », confirma Sophie, encore abasourdie. « Comment êtes-vous arrivé à cela ?» Marie sourit timidement. « J'ai juste regardé le problème d'une manière différente. Parfois, quand nous nettoyons une maison, nous devons déplacer les meubles pour voir la saleté cachée. J'ai fait la même chose avec l'équation. » François laissa échapper un rire sincère. « Madame Dubois, vous venez peut-être de sauver un projet de plusieurs milliards d'euros avec cette analogie de nettoyage. » Dans les jours qui suivirent, la vie de Marie bascula. À la demande de François, elle fut temporairement affectée à l'équipe des gardiens de l'énergie, expliquant son approche et aidant à mettre en œuvre la solution. Au début, elle fut accueillie avec méfiance et même dédain par certains ingénieurs, qui n'acceptaient pas qu'une femme sans formation académique puisse leur apprendre quoi que ce soit. « Ridicule », murmurait Nicolas Fabre, l'un des ingénieurs seniors, quand Marie entrait dans la salle de réunion. « Maintenant, nous devons faire semblant qu'une femme de ménage est un génie des mathématiques juste parce que le patron l'a ordonné. » Mais petit à petit, à mesure que sa solution se révélait efficace dans les tests préliminaires, les attitudes commencèrent à changer. Julien Blanc, un jeune ingénieur récemment embauché, fut le premier à reconnaître ouvertement la valeur de Marie. « Votre méthode est révolutionnaire », dit-il après une session de travail. « Je n'ai jamais vu personne aborder un problème complexe de façon aussi élégante. » Marie sourit, encore mal à l'aise avec les compliments. « Merci, mais je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'utilise juste ce que j'ai appris par moi-même. Et c'est ce qui rend tout cela encore plus impressionnant, » répondit Julien, les yeux brillants d'admiration. « Vous n'avez pas eu accès aux mêmes outils que nous, mais vous avez quand même vu ce que personne n'a pu voir. » Cette reconnaissance venant d'un professionnel diplômé signifia plus pour Marie que n'importe quelle récompense. C'était la validation que son savoir autodidacte avait de la valeur, que sa passion secrète pour les nombres n'était pas qu'un passe-temps inutile. Le soir, quand elle appela Thomas pour lui raconter les nouvelles, elle pouvait à peine contenir son émotion. « Maman, je l'ai toujours su, je t'ai toujours dit que tu étais un génie caché », s'exclama le jeune homme, sa voix débordant de fierté. « Attends que je raconte aux gens de la fac que ma mère a résolu un problème que personne n'arrivait à résoudre. Calme-toi, mon fils, nous sommes encore en train de tester. »« Il se peut que je me sois trompée sur quelque chose, » répondit-elle, essayant de tempérer les attentes. « Tentar novament, G continua. Editar, je vais poursuivre la traduction française avec les noms et lieux adaptés. Les semaines suivantes furent les plus intenses que Marie ait jamais vécues. Sa routine fut complètement transformée. Des balais et produits de nettoyage, elle passa aux tableaux et réunions stratégiques. François Leroy, impressionné par son potentiel, autorisa son transfert temporaire vers l'équipe du projet, maintenant son salaire d'origine avec une prime pour consultation spécialisée. Elle continuait à porter l'uniforme bleu, un choix personnel qui surprit tout le monde quand on lui proposa des vêtements plus appropriés à sa nouvelle position. « J'ai commencé dans cette entreprise comme femme de ménage et je n'en ai pas honte », expliqua-t-elle lorsqu'Isabelle lui apporta quelques tenues professionnelles. « Si ma connaissance a de la valeur, elle vaut autant quelle que soit ma tenue. » Le docteur Sophie Moreau, initialement la plus sceptique, devint sa plus ardente défenseuse. L'ingénieur, habitué à être la seule femme dans des réunions dominées par les hommes, voyait en Marie une alliée improbable. « Je n'ai jamais vu quelqu'un avec une intuition mathématique aussi aiguisée », commenta-t-elle à François lors d'une réunion d'évaluation. « Elle ne connaît pas la terminologie formelle, mais elle comprend les concepts à un niveau que beaucoup de docteurs n'atteindront jamais. » Les tests initiaux de la solution proposée par Marie montraient des résultats prometteurs. L'approche non conventionnelle qu'elle avait suggérée, traiter le problème d'efficacité énergétique comme une matrice tridimensionnelle au lieu du modèle bidimensionnel traditionnel, ouvrait la voie à une réduction allant jusqu'à 30% de la consommation d'énergie du système. Cependant, tout n'était pas rose. Nicolas Fabre, ingénieur senior avec presque 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, ne cachait pas son mépris pour la nouvelle consultante. Formée dans les meilleures universités du pays et avec un ego proportionnel à son curriculum vitae,
Il voyait l'ascension de Marie comme une offense personnelle. « C'est un cirque », murmurait-il chaque fois que la femme de ménage présentait une idée lors des réunions. « Nous abaissons les standards de Tech France pour satisfaire un caprice de François. » Un après-midi particulièrement tendu, après que Marie eut expliqué une adaptation de sa proposition initiale, Nicolas explosa. « C'est ridicule. Nous sommes assises ici, écoutant une femme qui a à peine terminé le lycée nous donner des leçons de mathématiques avancées. Quelle plaisanterie est-ce là ?» Le silence gênant qui suivit fut rompu par la voix calme de Marie. « Monsieur Fabre, vous avez raison. Je n'ai pas de diplôme accroché au mur. Je ne connais pas les termes techniques que vous utilisez, mais les nombres, je les comprends. Et ils n'exigent pas de diplôme pour être compris. Ils exigent seulement du respect et de la patience. » Avant que Nicolas ne puisse répondre, Sophie intervint. « Sa solution fonctionne, Nicolas. Les tests sont concluants. Sa formation n'a pas d'importance si le résultat est correct. » L'ingénieur sortit de la salle en claquant la porte, laissant une atmosphère pesante qui persista le reste de la journée. Ce soir-là, de retour dans son petit refuge à la Croix-Rousse, Marie pleura pour la première fois depuis que tout avait commencé. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse, mais un mélange complexe d'émotions. Fierté pour ce qu'elle avait accompli, peur de ce qui l'attendait, insécurité quant à ses propres capacités. Assise à la table de la cuisine, avec son carnet ouvert et une tasse de tisane à la camomille, elle se demandait si elle appartenait vraiment à ce monde de formules complexes et de réunions stratégiques. Le téléphone sonna, interrompant ses pensées. « Allô ?» répondit-elle, essuyant rapidement ses larmes. « Marie, c'est Henri Delacroix. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. » Son cœur s'accéléra. Comment pourrait-elle oublier? Henri avait été son camarade au cours du soir, plus de 20 ans auparavant. Toujours brillant en mathématiques, il avait obtenu une bourse pour étudier à l'école polytechnique quand ils avaient terminé le cours. De temps en temps, Marie suivait sa carrière dans les actualités. Il était devenu un mathématicien respecté, professeur d'université et consultant pour de grandes entreprises. Henri, bien sûr que je me souviens. Quelle surprise! Je suis à Lyon pour une conférence à Tech France demain, expliqua-t-il, et j'ai entendu quelque chose d'incroyable, que mon ancienne camarade Marie révolutionne un projet milliardaire avec une solution mathématique brillante. Est-ce vrai? Marie rougit, reconnaissant qu'il ne puisse pas la voir. Eh bien, je ne sais pas si c'est si impressionnant. J'ai juste vu quelque chose que les autres n'ont pas vu. Typique de toi, toujours à minimiser tes talents, rit Henri. Tu te souviens comment tu résolvais les problèmes les plus difficiles au tableau et disais ensuite que c'était juste une intuition. J'ai toujours su que tu avais un don spécial. La conversation coula naturellement, comme si les 20 années qui les séparaient s'étaient évaporées. Henri raconta sa carrière, son travail actuel comme professeur de mathématiques appliqué à l'université de Paris-Saclay et consultant sur des projets de durabilité. Marie parla de son fils, de son travail de femme de ménage et finalement de comment elle s'était retrouvée impliquée dans le projet Gardien de l'énergie. « Je serai à l'entreprise demain. Pouvons-nous nous rencontrer ?» demanda-t-il, avant de se dire au revoir. « Bien sûr, répondit-elle, sentant une excitation inattendue. Ce sera bon de revoir un visage ami. » Le lendemain, l'auditorium principal de Tech France était comble pour la conférence d'Henri Delacroix sur les mathématiques appliquées dans les solutions durables. Marie s'assit discrètement au dernier rang, observant son ancien camarade avec admiration. Il parlait avec confiance et clarté, maîtrisant la scène avec la même facilité qu'il maîtrisait les équations complexes. À la fin de la présentation, alors que le public applaudissait avec enthousiasme, les yeux d'Henri rencontrèrent ceux de Marie. Un sourire de reconnaissance illumina son visage. « Avant de conclure, dit-il au micro, j'aimerais reconnaître la présence d'une personne très spéciale dans ce public. Quelqu'un qui, il y a de nombreuses années, m'a appris que les vraies mathématiques ne sont pas dans les livres ou les formules, mais dans la capacité à voir des modèles, là où d'autres ne voient que le chaos. Marie Dubois, mon amie et collègue, est parmi vous aujourd'hui. Et d'après ce que j'ai entendu, elle prouve exactement ce que j'ai toujours su, qu'elle est l'un des esprits les plus brillants avec qui j'ai eu le privilège d'apprendre. » Un murmure parcourut l'auditorium, tandis que tous les regards se tournaient vers Marie, qui sentait son visage brûler de gêne et d'émotion. François Leroy, assis au premier rang, se leva et commença à applaudir, rapidement suivi par Sophie Moreau et bientôt par toute l'assistance. À ce moment, quelque chose changea en Marie.
La reconnaissance publique, venant de quelqu'un d'aussi respecté qu'Henri, légitimait de façon irréfutable sa contribution. Elle n'était plus la femme de ménage chanceuse ou la curiosité du moment. Elle était une mathématicienne reconnue par ses pairs. Après la conférence, Henri et Marie se retrouvèrent au café de l'entreprise. La conversation, qui commença par des souvenirs du bon vieux temps, se dirigea vite vers le travail de Marie sur le projet. « Ton approche est fascinante », commenta Henri, après qu'elle eut expliqué sa solution. « Tu sais, tu as toujours eu cette capacité à regarder les problèmes sous des angles que personne d'autre ne considérait. Je n'ai jamais pensé que cela pourrait être utile en dehors d'un vieux carnet, » confessa-t-elle, remuant distraitement son café. « Marie, tu as un don naturel pour les mathématiques. Avec la formation adéquate, tu pourrais aller très loin. » Elle sourit, un peu triste. « J'ai 42 ans, Henri. Je crois que mon temps de m'asseoir dans une salle de classe est passé. »« Absurde !» répondit-il avec fermeté. « L'âge n'est qu'un nombre, et toi, mieux que quiconque, devrais savoir que les nombres sont seulement des outils, pas des limitations. » Avant qu'ils ne puissent y poursuivre la conversation, ils furent interrompus par François Leroy, qui s'approcha avec un sourire enthousiaste. « Professeur Delacroix, votre conférence était excellente. Et je vois que vous avez déjà trouvé notre étoile montante, » dit-il, posant une main sur l'épaule de Marie. « En fait, je l'ai retrouvée, » corrigea Henri. « Marie et moi avons étudié ensemble, il y a de nombreuses années. Et je dois dire, François, que vous avez beaucoup de chance de l'avoir dans votre équipe. » « Pas besoin de me le dire, » rit François. « Elle a sauvé un projet de plusieurs milliards, avec sa mathématique de nettoyage, comme j'aime l'appeler. » Les trois conversèrent avec animation pendant quelques minutes, jusqu'à ce que François soit appelé pour une autre réunion. Avant de partir, il se tourna vers Marie avec une expression sérieuse. « Ah, j'ai presque oublié. Demain, nous aurons une présentation au conseil d'administration sur l'avancement du projet. J'aimerais que vous y participiez, Marie. C'est l'heure de montrer votre solution à ceux qui prennent réellement les décisions dans cette entreprise. » La panique dut être visible sur son visage, car Henri rit doucement dès que François s'éloigna. « Présentation au conseil d'administration » bégaya-t-elle. « Mais je ne sais pas parler à ces gens. Je ne connais pas les termes techniques, je vais me ridiculiser. »« Tu en sais plus que tu ne le penses » la rassura Henri. « Et j'ai une proposition. Et si nous nous retrouvions ce soir pour réviser ta présentation? Je peux t'aider à structurer tes idées de façon à ce que même le plus rigide des cadres puisse comprendre. » Marie hésita à peine un instant avant d'accepter. L'idée d'affronter le conseil d'administration de Tech France était terrifiante, mais avec Henri à ses côtés, elle se sentait un peu plus confiante. « Merci, Henri. Je ne sais pas comment te remercier pour tout cela. »« Pas besoin de me remercier, » répondit-il, avec un regard qui portait plus que de la simple amitié. « J'ai toujours cru en toi, Marie, depuis ces jours au cours du soir, quand tu résolvais des problèmes complexes, avec une facilité qui me laissait stupéfait. Le monde voit enfin ce que j'ai toujours vu. » Ce soir-là, dans un petit restaurant du centre de Lyon, Henri et Marie travaillèrent sur la présentation. Entre équations et graphiques, histoire du passé et rêves pour l'avenir, quelque chose d'autre commençait à fleurir, une connexion qui, interrompue pendant 2 décennies, semblait maintenant plus forte que jamais. La salle du conseil de Tech France était imposante, avec sa table ovale en bois noble et ses fauteuils en cuir, d'immenses fenêtres en verre offrant une vue panoramique sur les Alpes et un système de visioconférence de dernière génération. Marie, debout à la porte, sentait son cœur battre si fort qu'elle était sûre que tout le monde pouvait l'entendre. Elle portait toujours son uniforme bleu, une décision qu'elle remettait maintenant en question, voyant les cadres dans leurs costumes impeccables et les cadres féminins dans leurs tailleurs élégants. « Respirez profondément », murmura Henri à ses côtés. « Vous connaissez ce sujet mieux que quiconque dans cette salle. » Elle acquiesça, reconnaissante de sa présence. La veille au soir, il l'avait aidé à structurer sa présentation, traduisant son intuition mathématique en un langage que le conseil comprendrait sans perdre l'essence de son approche innovante. François Leroy fit un geste pour qu'ils entrent. Autour de la table, 10 visages se tournèrent vers eux avec des expressions allant de la curiosité au scepticisme évident. Pierre Mercier, le directeur des opérations, semblait particulièrement méfiant, tambourinant des doigts sur la table avec impatience. « Mesdames et messieurs du Conseil, » commença François, « comme vous le savez, notre projet Gardien de l'énergie a rencontré une impasse technique significative ces derniers mois.
Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la personne qui a trouvé la solution à ce problème, Marie Dubois. Des murmures parcoururent la salle lorsque Marie se positionna devant l'écran de projection. Elle entendit clairement quelqu'un chuchoter « La femme de ménage ?» suivi de rires étouffés. « Bonjour », commença-t-elle, la voix tremblante. « Je m'appelle Marie Dubois et je travaille dans l'équipe de nettoyage de Tech France depuis 5 ans. » Elle fit une pause, regardant Henri qui lui donna un sourire encourageant. « Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici en tant que femme de ménage. Je suis ici en tant que mathématicienne. » Avec ces mots, quelque chose changea dans sa posture. L'insécurité céda la place à une conviction tranquille qui la surprit elle-même. Pendant les 40 minutes suivantes, Marie expliqua sa solution, utilisant des analogies simples pour rendre accessibles des concepts complexes, démontrant dans la pratique comment son approche révolutionnaire pourrait réduire drastiquement la consommation énergétique du système. En résumé, conclut-elle, en réorganisant la matrice de traitement des données en 3 dimensions, nous créons un système où l'efficacité augmente exponentiellement à chaque cycle d'apprentissage de l'algorithme. C'est comme enseigner au système à nettoyer sa propre maison, identifiant où se trouve le gaspillage et l'éliminant de façon autonome. Un silence impressionné suivit sa présentation. Ce fut Pierre qui le rompit. « Impressionnant, Madame Dubois, dit-il, sans pouvoir cacher la surprise dans sa voix. Mais j'ai une question. Comment pouvons-nous garantir que ce système ne s'effondrera pas avec l'augmentation des données traitées au fil du temps ?» C'était une question technique, complexe, clairement formulée pour la tester. Marie sourit, se sentant étrangement calme. « Excellente question, Monsieur Mercier. C'est pourquoi j'ai inclus un mécanisme d'autorégulation basé sur la théorie du chaos. Voyez-vous, quand un système croît au-delà de certaines limites, il tend naturellement vers l'entropie, le chaos. Mais le chaos suit aussi des modèles mathématiques. Ma solution incorpore ces modèles comme partie intégrante de l'algorithme d'apprentissage, permettant au système de se réorganiser continuellement. C'est comme une rivière qui change son cours pour contourner les obstacles, mais trouve toujours le chemin vers la mer. » Pierre se renversa dans son fauteuil, visiblement impressionné. Les questions qui suivirent vinrent de toutes parts, de plus en plus techniques, et à la surprise de tous, y compris elle-même, Marie répondait avec assurance et clarté. À la fin de la session, le Conseil vota à l'unanimité pour l'implémentation immédiate de sa solution. Lorsqu'ils sortirent de la salle, Henri l'étreignit avec enthousiasme. « Tu as été brillante. Tu as vu comme ils étaient impressionnés. Surtout quand tu as expliqué la théorie du chaos. Leurs yeux sont pratiquement sortis de leurs orbites. » Marie rit, ressentant une euphorie qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. « Merci d'avoir été à mes côtés. Je n'y serais pas arrivée sans toi. Ne sous-estime pas tes capacités, Marie. Tu es extraordinaire. » Le regard qu'ils échangèrent portait une intensité qui fit accélérer à nouveau son cœur, mais pour des raisons complètement différentes. À partir de ce jour, la vie de Marie entra dans une nouvelle phase. François Leroy, reconnaissant son potentiel, lui offrit un contrat de consultante spéciale, avec un salaire qu'elle n'aurait jamais imaginé possible. Parallèlement, Henri proposa un plan d'études personnalisé, une sorte de tutorat particulier pour formaliser son savoir mathématique intuitif. « Je ne veux pas te transformer en une universitaire conventionnelle », expliqua-t-il lors d'une de leurs rencontres nocturnes, désormais fréquentes. « Ta façon de penser est unique et c'est précieux. Je veux simplement te donner les outils pour exprimer tes idées dans le langage que le monde scientifique comprend. » Les mois suivants furent d'apprentissage intense. 3 fois par semaine, après son travail à Tech France, Marie retrouvait Henri pour étudier. Son appartement dans le centre de Lyon se transforma en une salle de classe improvisée, avec des tableaux portatifs couvrant les murs et des livres éparpillés partout. Entre équations différentielles et théories d'analyse numérique, une amitié de jeunesse évoluait vers quelque chose de plus profond. Dans le projet Gardien de l'énergie, sa solution était mise en œuvre avec des résultats préliminaires surprenants. L'équipe d'ingénieurs, initialement sceptique, la traitait maintenant avec respect et même admiration, à l'exception de Nicolas Fabre, qui maintenait son hostilité, bien que de façon plus voilée. Le docteur Sophie Moreau, en particulier, était devenue une mentor et une amie. L'ingénieur à la forte personnalité voyait en Marie non seulement une collègue talentueuse, mais un symbole de dépassement de soi. « Tu es en train de changer la culture de cette entreprise », commenta Sophie pendant un déjeuner.
Tu savais que François lance un programme pour identifier des talents parmi les employés de tous les secteurs? Tout cela grâce à toi. » Marie rougit. « Je ne crois pas que ce soit si significatif. Ne sois pas modeste. Tu as prouvé que l'excellence ne dépend pas des diplômes ou des titres. C'est révolutionnaire dans un environnement d'entreprise. » L'amitié avec Sophie apporta une nouvelle dimension à l'expérience de Marie chez Tech France. L'ingénieur, 10 ans plus jeune, mais infiniment plus expérimenté dans le monde de l'entreprise, devint son guide dans les complexités de la politique d'entreprise, l'alertant sur les alliés et les adversaires, lui enseignant à naviguer dans les courants invisibles du pouvoir qui circulaient dans les couloirs de l'entreprise. « Méfie-toi de Nicolas », avertit Sophie un après-midi, alors qu'elles analysaient des données dans son bureau. « Il est frustré parce que ta solution a fonctionné quand les siennes ont échoué. Des hommes comme lui ne supportent pas bien le succès des autres, surtout quand il vient de quelqu'un qu'ils considèrent comme inférieur. » Inférieur? Parce que je suis femme de ménage? Parce que tu es une femme, parce que tu n'as pas de diplôme, parce que tu es d'origine modeste? Choisis la raison, soupira Sophie. Nicolas représente l'ancien modèle de réussite en entreprise. Homme blanc, de famille traditionnelle, diplômé des meilleures universités, tu représentes tout ce qui menace ce modèle. Marie réfléchit à cela pendant des jours. Elle ne s'était jamais vue comme une menace pour quiconque, encore moins comme le symbole d'un changement culturel. Elle suivait simplement son intuition, faisant ce qu'elle aimait, résoudre des problèmes mathématiques que d'autres n'arrivaient pas à résoudre. À la maison, les changements étaient également évidents. Avec son nouveau salaire, Marie put rénover sa petite maison à la Croix-Rousse, ajoutant un bureau où elle pouvait étudier et travailler. Elle commença aussi à planifier une visite à Toulouse pour voir Thomas. Ce serait la première fois qu'elle voyagerait en avion. Un soir, alors qu'elle révisait des calculs pour le projet, elle reçut un appel inattendu de son fils. « Maman, tu ne croiras pas ce qui s'est passé !» s'exclama Thomas, la voix débordant d'excitation. « Mon professeur de calcul avancé a utilisé ton cas comme exemple dans son cours aujourd'hui. »« Comment ça ?» demanda-t-elle, confuse. « Il parlait d'innovation et de pensée non conventionnelle en mathématiques et il a mentionné le projet de Tech France et comment une mathématicienne autodidacte a révolutionné l'approche de l'efficacité énergétique. Quand j'ai réalisé qu'il parlait de toi, j'ai failli tomber de ma chaise. J'ai dit à tout le monde que tu étais ma mère. » La fierté dans la voix de Thomas était palpable, faisant monter les larmes aux yeux de Marie. Toute sa vie, elle avait travaillé dur pour donner à son fils des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. Maintenant, dans un renversement inattendu, c'était elle qui devenait une source d'inspiration pour lui. « Je suis si fière, maman. J'ai toujours su que tu étais spéciale, mais maintenant le monde entier le découvre. » Après avoir raccroché, Marie resta assise en silence, absorbant l'ampleur de ce qui se passait dans sa vie. De femme de ménage invisible à mathématicienne reconnue, sa trajectoire semblait extraite d'un conte de fées moderne. Mais elle savait que les contes de fées reflètent rarement la complexité de la vie réelle. Ses pensées furent interrompues par un message d'Henri. « Nouvelles importantes à partager. Pouvons-nous nous voir demain ?» Le lendemain, en arrivant à l'appartement d'Henri pour sa session d'études habituelle, Marie le trouva agité, faisant les 100 pas avec un enthousiasme presque enfantin. « Que se passe-t-il » demanda-t-elle curieuse. « J'ai reçu un email de la revue française de mathématiques appliquées » annonça-t-il, tenant son téléphone comme s'il s'agissait d'un trophée. « Ils veulent publier un article sur ta solution au problème d'efficacité énergétique. » « Un article? Sur moi ?» Marie sentit le sol osciller sous ses pieds. « Mais je ne suis pas une universitaire, je n'ai pas de référence. »« C'est ça le plus extraordinaire, » continua Henri, prenant ses mains avec enthousiasme. « Ils ne s'en soucient pas. Ils s'intéressent à l'innovation, à l'approche révolutionnaire. Ils veulent briser les paradigmes dans la communauté scientifique. » La perspective d'avoir son travail publié dans une revue scientifique renommée était à la fois excitante et terrifiante. Cela représentait une reconnaissance que Marie n'aurait jamais imaginée possible, mais l'exposerait aussi à un niveau d'examen pour lequel elle ne se sentait pas préparée. Et s'ils découvrent une erreur? Et si ma solution n'est pas aussi révolutionnaire qu'ils le pensent? Questionna-t-elle, donnant voix aux peurs qui commençaient à s'accumuler. C'est pour ça que nous étudions tant, la rassura Henri, pour que tu aies confiance en ton travail. De plus, nous pouvons écrire l'article ensemble. Je serai ton co-auteur si tu acceptes. Regardant cet homme qui était revenu dans sa vie apportant tant de possibilités,
Marie ressentit une vague de gratitude et quelque chose de plus. Un sentiment qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps et qui l'effrayait presque autant que l'idée de publier un article scientifique. « Faisons-le », décida-t-elle finalement. « Mais je dois tout vérifier à nouveau, chaque calcul, chaque prémisse. Je ne peux pas risquer de commettre une erreur qui compromettrait tout le projet. » Ce que Marie ne savait pas, c'est que son inquiétude était plus pertinente qu'elle ne l'imaginait. Cette même nuit, alors qu'elle et Henri commençaient à structurer l'article, Nicolas Fabre restait dans son bureau chez Tech France bien après l'horaire normal de travail, examinant obsessionnellement chaque détail de la solution qu'elle avait proposée, déterminé à trouver une faille qui pourrait la discréditer. Une pluie fine et persistante tombait sur Lyon en cette aube de jeudi. Dans le petit bureau de sa maison récemment rénovée, Marie restait éveillée, entourée de feuilles de calculs et de livres qu'Henri lui avait prêtés. L'horloge numérique sur le bureau indiquait 3h47 du matin, mais le sommeil était loin de ses pensées. Quelque chose la dérangeait, une inquiétude qu'elle n'arrivait pas à identifier. Travaillant sur la révision finale de l'article qu'ils allaient soumettre à la revue scientifique, Marie avait décidé de vérifier une fois de plus ses calculs originaux. Une sensation étrange, presque intuitive, l'alertait que quelque chose n'allait pas. C'est alors que ses yeux fatigués détectèrent une légère incohérence dans la troisième itération de son équation principale. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle pour elle-même, se redressant sur sa chaise et sentant un frisson parcourir son échine. Elle recalcula rapidement, traçant des lignes au crayon sur le papier avec une vitesse impressionnante. La conclusion était sans équivoque. Il y avait une erreur dans sa solution originale. Une erreur minime, presque imperceptible, mais dont les conséquences pouvaient s'amplifier exponentiellement à mesure que le système traiterait des volumes plus importants de données. Les mains tremblantes, elle saisit son téléphone et, sans se soucier de l'heure, appela Henri. « Marie, il s'est passé quelque chose ?» demanda-t-il, la voix rauque de sommeil. « J'ai trouvé une erreur, dit-elle sans préambule, dans ma solution pour le projet. Elle est petite mais pourrait être catastrophique à long terme. » Le silence à l'autre bout de la ligne dura seulement quelques secondes, mais sembla une éternité. « J'arrive, » répondit finalement Henri. « Ne fais rien jusqu'à ce que j'arrive. » Moins de 40 minutes plus tard, le mathématicien était à la porte de Marie, les cheveux ébouriffés et la chemise mal boutonnée, preuve de sa précipitation. Sans dire un mot, elle le conduisit au bureau et lui montra les calculs. Henri examina les notes avec soin, le front plissé de concentration. À chaque minute qui passait, Marie sentait son cœur se serrer davantage. Si sa solution était fausse, qu'adviendrait-il du projet? De sa nouvelle position dans l'entreprise? De tout ce qu'elle avait construit ces derniers mois? « Tu as raison », confirma-t-il finalement, levant les yeux du papier. « Il y a une erreur ici, et si elle n'est pas corrigée, elle peut compromettre tout le système quand il fonctionnera à grande échelle. » Marie se laissa tomber sur la chaise, les larmes qu'elle avait retenues s'échappant enfin. Tout le projet, les attentes, j'ai tout gâché. Non, Marie. Henri serra ses mains avec fermeté. Tu n'as rien gâché. Tu as trouvé l'erreur avant qu'elle ne cause des dommages réels. C'est ça la science. Formuler des hypothèses, tester, réviser, perfectionner. Personne ne réussit tout du premier coup. Mais tous m'ont fait confiance. François, Sophie, toute l'équipe, même le conseil a approuvé ma solution. Et ils ont eu raison de te faire confiance, insista Henri. Tu as identifié le problème et maintenant tu vas le corriger. Cela démontre ton intégrité et ta compétence, pas ton échec. Ils travaillèrent sans relâche le reste de la nuit et toute la matinée. Le soleil était déjà haut quand ils trouvèrent enfin non seulement une correction à l'erreur, mais une reformulation qui rendait la solution encore plus efficace. « C'est incroyable !» s'exclama Henri, émerveillé. « Ce qui a commencé comme un problème nous a finalement conduit à une solution encore meilleure. Ton intuition est vraiment extraordinaire, Marie. » Elle sourit, épuisée mais soulagée. « Nous devons informer François immédiatement. L'implémentation est avancée, nous devons faire les corrections avant qu'il ne soit trop tard. Je suis d'accord, mais c'est toi qui dois communiquer cela. Montre que c'est toi qui as identifié l'erreur et qui l'as corrigée. C'est important pour ta crédibilité. » Marie acquiesça, bien que l'idée d'admettre publiquement son erreur la terrifia. Henri, percevant son hésitation, s'approcha et, dans un geste surprenant même pour lui, l'embrassa doucement. « Tu es incroyable, tu sais ?
La femme la plus brillante et courageuse que j'ai jamais rencontrée. Le baiser, inattendu mais d'une certaine façon naturelle, comme la conclusion d'une équation élégante, laissa Marie momentanément sans voix. Quand ils se séparèrent enfin, il y avait une nouvelle compréhension entre eux, une équation personnelle que tous deux étaient impatients d'explorer. Ce même matin, Marie demanda une réunion urgente avec François et Sophie. Dans son bureau spacieux au dernier étage de Tech France, le PDG écoutait attentivement tandis qu'elle expliquait, avec l'aide d'Henri, l'erreur qu'elle avait découverte et la solution améliorée qu'ils avaient développée. « Laissez-moi voir si j'ai bien compris », dit François quand elle eut terminé. « Vous avez trouvé une erreur dans votre propre solution qu'aucun de nos ingénieurs n'a détectée et vous avez déjà développé une correction qui, en fait, améliore le système ? Oui, mais l'important est d'implémenter ces changements immédiatement, insista Marie. Le système est encore en phase de test, donc l'impact devrait être minime, mais si nous attendons plus longtemps, vous réalisez ce que vous venez de faire, n'est-ce pas ? Interrompit Sophie, un large sourire sur le visage. Vous venez de sauver le projet pour la deuxième fois. François acquiesça d'un signe de tête enthousiaste. Exactement. D'abord, vous nous avez donné la solution que personne ne pouvait trouver. Et maintenant, vous identifiez et corrigez un problème qui aurait pu causer d'énormes préjudices à l'avenir. Marie, vous êtes un trésor national. Le soulagement qu'elle ressentit fut si intense que ses jambes faiblirent. Henri, s'en apercevant, posa discrètement une main dans son dos pour la soutenir. « Nous allons convoquer l'équipe immédiatement et commencer les corrections », décida François, déjà en train de prendre le téléphone. « Et qu'en est-il de l'article pour la revue scientifique ?»« Nous allons le mettre à jour avec la nouvelle solution », répondit Henri. En fait, cela rend l'histoire encore plus intéressante du point de vue académique. Cela démontre le processus scientifique en action. La réunion se termina dans un climat d'optimisme renouvelé. Dans le couloir, en chemin vers la salle de conférence où l'équipe serait informée des changements, Sophie attira Marie dans un coin discret. « Il y a quelque chose que vous devez savoir », dit l'ingénieur à voix basse. « Nicolas a été étrange ces derniers jours, enfermé dans son bureau, analysant obsessionnellement vos calculs. Je suis presque certaine qu'il essayait de trouver une faille dans votre travail. Eh bien, il en aurait trouvé une éventuellement, admit Marie avec un soupir. Le point est, il voulait vous discréditer publiquement. Il collectait des preuves pour les présenter au Conseil, probablement lors de la prochaine réunion trimestrielle. Si vous n'aviez pas découvert l'erreur en premier, l'implication plana lourdement entre elles. Nicolas aurait utilisé l'erreur pour détruire sa crédibilité, ruinant peut-être sa carrière naissante et le projet lui-même. « Merci de m'avoir prévenu », murmura Marie, frissonnant à l'idée de ce qui aurait pu se passer. « Nous sommes des femmes dans un monde dominé par les hommes », répondit Sophie, avec un sourire complice. « Nous devons veiller les unes sur les autres. » La nouvelle de l'erreur et de la solution améliorée fut reçue par l'équipe avec des réactions mitigées. La majorité des ingénieurs témoigna un respect sincère pour l'honnêteté et la compétence de Marie. Julien Blanc, le jeune ingénieur qui avait été l'un des premiers à reconnaître son talent, était particulièrement impressionné. « Cela ne fait que confirmer ce que j'ai toujours pensé », commenta-t-il après la réunion. « Votre approche intuitive perçoit des modèles que nos méthodes conventionnelles ne captent pas. C'est révolutionnaire. » Nicolas Fabre, cependant, resta silencieux durant toute la présentation, son visage un masque impassible qui ne trahissait qu'occasionnellement sa frustration. Quand tout le monde commença à se disperser pour commencer les corrections nécessaires, il s'approcha de Marie avec un sourire forcé. « Impressionnant, Madame Dubois. Il semble que vous ayez réussi à transformer même une erreur en une opportunité de briller. » Le ton condescendant ne passa pas inaperçu. Henri, qui conversait avec François à quelques pas de là, se tourna en entendant le commentaire, prêt à intervenir. Mais Marie fit un geste subtil pour l'arrêter. « Merci, Monsieur Fabre, » répondit-elle avec un calme qui la surprit elle-même. « Vous savez, en mathématiques, comme dans la vie, les erreurs sont souvent nos meilleurs professeurs. Elles nous montrent non seulement où nous avons échoué, mais aussi de nouvelles voies que nous n'avions pas envisagées auparavant. » La réponse élégante laissa momentanément Nicolas sans voix. Avec un hochement de tête sec, il s'éloigna, visiblement contrarié de n'avoir pas réussi à la provoquer. Les semaines suivantes furent de travail intense. L'implémentation de la solution corrigée avançait rapidement, avec des résultats préliminaires encore plus prometteurs que les précédents. L'article pour la revue française de mathématiques appliquées fut finalisé et soumis, avec Marie et Henri comme co-auteurs.
Leur relation s'épanouissait également, évoluant d'une amitié de longue date vers une romance mûre et gratifiante. Lors d'une soirée particulièrement agréable, pendant un dîner dans l'appartement d'Henri, il surprit Marie avec une proposition inattendue. « J'ai parlé avec le recteur de Paris-Saclay aujourd'hui », commenta-t-il avec désinvolture en servant plus de vin. « Je lui ai parlé de toi, de ton travail sur le projet et de notre collaboration sur l'article. Et... » demanda-t-elle, curieuse du brillant dans ses yeux. Il a été fasciné. Il a dit que l'université serait intéressée à créer un programme spécial pour des personnes comme toi, des autodidactes avec des talents exceptionnels qui n'ont pas suivi le parcours académique traditionnel. Marie posa sa fourchette, surprise. Un programme? Quel genre de programme? Une sorte de validation des connaissances acquises informellement, combinée à des études dirigées. Dans ton cas, cela pourrait mener à un diplôme en mathématiques appliquées en un temps record, éventuellement suivi d'un master. L'idée de reprendre des études formelles, de fréquenter une université, quelque chose qui avait toujours semblé un rêve impossible, laissa Marie sans voix. Une partie d'elle se sentait émue par la possibilité, tandis qu'une autre hésitait, incertaine. « Je ne sais pas si je peux faire ça, Henri. Mon travail chez Tech France, le programme serait flexible, adapté à ton rythme et à ta disponibilité. Et je suis sûr que François soutiendrait totalement cette initiative. Après tout, avoir une mathématicienne formellement reconnue dans l'équipe ne ferait qu'augmenter le prestige de l'entreprise. » Marie sourit, émue par la perspective de nouveaux horizons s'ouvrant devant elle. Sa vie, qui pendant si longtemps avait suivi un chemin prévisible et limité, se ramifiait maintenant en possibilités passionnantes. « J'y réfléchirai sérieusement », promit-elle, tenant la main d'Henri sur la table. Ce que Marie n'imaginait pas, c'est que, tandis que sa vie personnelle et professionnelle atteignait de nouveaux sommets, Nicolas Fabre élaborait un plan pour saboter son ascension. Frustré de n'avoir pas réussi à exposer son erreur avant qu'elle ne le fasse elle-même, et de plus en plus amer face à la reconnaissance qu'elle recevait, l'ingénieur était déterminé à trouver un moyen de la discréditer. Dans son bureau chez Tech France, tard dans la nuit, Nicolas examinait attentivement le code d'implémentation de la solution de Marie, cherchant des vulnérabilités qu'il pourrait exploiter. Il ne remarqua pas la présence de Julien Blanc, qui passait dans le couloir et aperçut la lumière allumée. « Tu travailles tard, Nicolas ?» demanda le jeune ingénieur, s'arrêtant à la porte. Nicolas sursauta, minimisant rapidement l'écran de l'ordinateur. « Je vérifie juste quelques détails du projet, » répondit-il sèchement. « Et toi ?»« J'ai oublié mon portable dans la salle de réunion, » expliqua Julien, observant avec curiosité le comportement défensif de son collègue. « Un problème avec l'implémentation ?»« Rien qui doive te préoccuper, » trancha Nicolas. « Bonne nuit. » Julien hésita un moment, intrigué par l'attitude évasive, mais finit par hausser les épaules et poursuivre son chemin. S'il était resté un peu plus longtemps, il aurait vu Nicolas ouvrir un fichier intitulé « Vulnérabilité, plan B » et y ajouter de nouvelles annotations avec un sourire malveillant. Le succès du projet Gardien de l'énergie grandissait à chaque nouveau test. L'implémentation de la solution améliorée de Marie produisait des résultats qui dépassaient toutes les attentes initiales, réduisant la consommation énergétique dans des proportions qui semblaient presque miraculeuses. Tech France se préparait pour la présentation finale au ministère de l'Énergie, événement qui marquerait le début de la phase d'implantation à l'échelle nationale. Dans cette ambiance d'optimisme, Marie partageait son temps entre le travail dans l'entreprise, les études avec Henri et les préparatifs pour accueillir son fils Thomas, qui viendrait lui rendre visite pendant les vacances universitaires. Sa vie, autrefois si prévisible dans sa simplicité, débordait maintenant de possibilités et de défis. Un vendredi ensoleillé, pendant le déjeuner à la cantine de l'entreprise, Julien Blanc s'approcha de sa table avec une expression préoccupée. « Marie, puis-je te parler une minute ?» demanda le jeune ingénieur, regardant nerveusement autour de lui, comme s'il craignait d'être observé. « Bien sûr, Julien, un problème avec les tests ?»« Non, les tests sont parfaits, » répondit-il, s'asseyant. « C'est à propos de Nicolas. J'ai remarqué des comportements étranges ces dernières semaines. Il accède au système en dehors des heures de bureau, travaillant seul, jusqu'à tard. » Marie fronça les sourcils, se rappelant l'avertissement de Sophie. Peut-être fait-il simplement des heures supplémentaires. Le projet est dans une phase cruciale. Ce n'est pas seulement ça, continua Julien baissant la voix. Hier, je l'ai surpris en train de manipuler des codes de partie du système qui ne sont pas sous sa responsabilité.
Quand je l'ai questionné, il m'a donné une excuse vague et a été clairement gêné par ma présence. Un frisson parcourut l'échine de Marie. « Tu penses qu'il pourrait saboter le projet ?» Julien hésita. « Je ne veux pas faire d'accusations sans preuves concrètes. Nicolas est un professionnel respecté, malgré son tempérament difficile. Mais quelque chose ne va pas, et j'ai pensé que tu devrais le savoir. Merci de m'avoir alerté, Julien. Je vais rester vigilante. » Après que le jeune ingénieur se fut éloigné, Marie resta immobile, son esprit traitant rapidement les implications de cette conversation. Si Nicolas tentait réellement de saboter le projet, ce n'était pas seulement son travail qui était en jeu, mais un investissement de plusieurs milliards, avec le potentiel de transformer la matrice énergétique du pays. Elle décida de partager ses préoccupations avec Henri ce soir-là. Dans le confort de son appartement, tout en savourant un risotto fait maison qu'il avait préparé, Marie rapporta la conversation avec Julien. « Ce qui m'inquiète n'est pas seulement la possibilité de sabotage, » conclut-elle, « mais le timing. Nous sommes à 2 semaines de la présentation officielle. Si quelque chose se passe mal à ce moment… » Henri posa sa fourchette pensif. « Nous avons besoin de preuves concrètes avant d'en parler à François. Accuser un ingénieur senior sans preuve serait désastreux, surtout pour toi, qui es encore en train d'établir ta crédibilité dans l'entreprise. Alors que suggères-tu ? Que nous attendions jusqu'à ce qu'il cause des dommages irréparables ? » « Non, » répondit Henri, ses yeux brillants de détermination. « Je suggère que nous utilisions les mathématiques pour le prendre en flagrant délit. » Le plan qu'ils développèrent était élégant dans sa simplicité. Marie, avec l'aide discrète de Julien, implémenterait une série de vérifications redondantes dans le système, camouflées en mise à jour de routine. Ces gardiens cachés, comme elle les appela, surveillerait toute modification non autorisée dans le code principal, enregistrant non seulement les changements, mais aussi qui les avait réalisés et quand. C'est comme créer un système immunitaire à l'intérieur du programme lui-même, expliqua Marie à Julien le lendemain matin, alors qu'ils implémentaient les premières sauvegardes. Tout corps étranger sera identifié et isolé automatiquement. Le jeune ingénieur sourit, admiratif, brillant. Et le meilleur, c'est que cela semble faire partie intégrante de ta solution originale. Personne ne soupçonnera qu'il s'agit de mesures de sécurité. Dans les jours qui suivirent, Marie resta apparemment concentrée sur les préparatifs pour la présentation officielle, participant à des réunions et ajustant les détails du projet. Mais son esprit était divisé, une partie surveillant constamment les gardiens cachés à la recherche de signes d'intrusion. La première alerte arriva un mardi soir. Marie était chez elle, révisant quelques équations pour le cours qu'elle commencerait à Paris-Saclay le semestre prochain, quand son téléphone émit un bip caractéristique, le signal qu'elle avait programmé pour les notifications des gardiens. En vérifiant l'application qu'elle avait créée spécifiquement pour cette surveillance, son cœur s'accéléra. Quelqu'un modifiait des paramètres cruciaux de l'algorithme d'efficacité énergétique, des changements subtils qui pourraient passer inaperçus lors des tests superficiels, mais qui compromettraient drastiquement la performance du système une fois implémenté à grande échelle. Le registre montrait clairement « Utilisateur N. Fabre, 22h47, Nicolas Fabre ». Immédiatement, elle appela Henri et Julien qui acceptèrent de la retrouver à l'entreprise le plus rapidement possible. 30 minutes plus tard, les trois se réunissaient dans le bureau de Sophie, qui avait été alertée en chemin. « Les registres sont sans équivoque », expliqua Marie, montrant les preuves sur sa tablette. « Il a modifié des paramètres critiques de l'algorithme d'auto-optimisation. Si nous ne l'avions pas détecté, le système semblerait fonctionner normalement lors des tests finaux, mais commencerait à présenter des défaillances catastrophiques une fois implémenté nationalement. Nous devons le confronter immédiatement, déclara Sophie, le visage contracté d'indignation. Non, intervint Henri. Si nous le confrontons maintenant, il peut prétendre qu'il ajustait simplement des paramètres dans le cadre de son travail. Nous avons besoin de quelque chose de plus concluant. Julien acquiesça. Et si nous configurions un piège? Quelque chose qui le force à révéler ses véritables intentions? Les quatre restèrent dans le bureau jusqu'à presque l'aube, développant un plan que Marie surnomma « échec et mat ». La stratégie impliquait de créer délibérément une vulnérabilité apparente dans le système, une porte dérobée si tentante que Nicolas ne résisterait pas à l'exploiter. « Mais la vulnérabilité sera fausse », expliqua-t-elle, les yeux brillants face au défi intellectuel. « En réalité, ce sera une chambre d'isolement,
Quand il essaiera de manipuler le code à travers elle, ses actions seront enregistrées en détail et, simultanément, isolées du système principal. Comme un piège à ours. Durant les 2 jours suivants, ils implémentèrent discrètement le plan, prenant soin de ne pas éveiller les soupçons. Nicolas, de plus en plus confiant après ses premiers sabotages réussis, ne remarqua pas les changements subtils dans la structure du système. Jeudi soir, alors que la plupart des employés étaient déjà partis, les 4 conspirateurs attendaient dans la salle de contrôle centrale, observant en temps réel les activités sur le serveur principal. Sophie avait informé François de la situation et le PDG, bien qu'initialement sceptique, avait autorisé l'opération après avoir vu les preuves préliminaires. « Il entre dans le système », annonça Julien pointant vers le moniteur qui affichait les registres de connexion. Utilisateur Nfabre 20h13. Le silence dans la salle était tendu, tandis qu'ils observaient, à travers les journaux d'activité, Nicolas naviguer dans le système jusqu'à trouver la vulnérabilité qu'ils avaient plantée, une apparente faille dans la vérification de sécurité qui permettrait de modifier le noyau de l'algorithme sans laisser de traces. « Il a mordu à l'hameçon », murmura Henri, observant la séquence de commandes que Nicolas exécutait. Ce que l'ingénieur ne savait pas, c'est que chaque ligne de code qu'il tapait était non seulement enregistrée, mais aussi transmise en temps réel à la salle de contrôle et à l'email personnel de François Leroy. Plus important encore, le système créait automatiquement des copies de sauvegarde à chaque commande, documentant méticuleusement la tentative de sabotage. « Que fait-il exactement ?» demanda François qui venait d'arriver dans la salle, attiré par l'urgence de la situation. « Il insère une bombe à retardement dans l'algorithme », expliqua Marie, pointant vers les lignes de code qui apparaissaient à l'écran. Une séquence qui ferait fonctionner le système parfaitement lors des tests initiaux, mais qui commencerait à se dégrader progressivement après quelques semaines d'opération. Quand les problèmes deviendraient évidents, il serait pratiquement impossible d'en retracer l'origine. Et la cible serait vous, ajouta Sophie, regardant Marie. Votre solution serait discréditée, et Nicolas se présenterait probablement comme le sauveur, avec une correction déjà préparée. François secoua la tête, visiblement déçu. 20 ans d'entreprise, pour tout jeter à cause de jalousie professionnelle. Quand Nicolas eut finalement conclu ses modifications et quitté le système, convaincu que son sabotage avait réussi, François donna un ordre clair. « Appelez la sécurité. Je veux Nicolas Fabre escorté jusqu'à mon bureau immédiatement. » La confrontation qui suivit fut tendue, mais brève. Face aux preuves irréfutables, Nicolas tenta d'abord de nier, puis prétendit qu'il testait simplement la sécurité du système. Quand François montra la séquence complète de ses actions des dernières semaines, incluant les premières modifications que les gardiens de Marie avaient détectées, l'ingénieur s'effondra. « Avez-vous une idée de ce que vous avez failli faire ?» questionna François, la voix chargée de déception. « Non seulement à l'entreprise, mais au pays entier qui dépend de ce projet. » Nicolas resta silencieux, le visage pâle. « Vous êtes renvoyé, évidemment, » poursuivit le PDG. « Et vous ferez face à des poursuites pour sabotage industriel et violation de contrat. Votre carrière dans le domaine technologique est terminée. » Quand l'ingénieur fut escorté hors du bâtiment, un lourd silence tomba sur le groupe. La victoire avait un goût amer. Personne ne célèbre la chute d'un collègue, même mérité. « Comment saviez-vous » demanda François à Marie, tandis qu'il retournait à la salle de contrôle. « Comment avez-vous perçu qu'il préparait quelque chose ?» Elle sourit légèrement. Les mathématiques, encore une fois. Nicolas s'intéressait excessivement à des parties spécifiques du code, posant des questions qui ne correspondaient pas à ses responsabilités déclarées. Il y avait un modèle dans son comportement qui ne cadrait pas avec la logique du projet. François rit, secouant la tête avec admiration. D'abord, vous résolvez un problème mathématique que personne n'arrivait à résoudre, puis vous découvrez votre propre erreur avant qu'elle ne cause des dommages. Et maintenant, vous avez démasqué un sabotage qui aurait pu tout détruire. Madame Dubois, vous êtes vraiment extraordinaire. Marie rougit sous le compliment, mais son cœur était léger. La crise avait été évitée, le projet était sécurisé, et sa solution serait implémentée comme prévu. Plus important encore, elle se sentait validée non seulement comme mathématicienne, mais comme professionnelle capable d'affronter des défis complexes et de les surmonter avec intelligence et intégrité. Ce soir-là, en quittant l'entreprise, Marie, Henri, Sophie et Julien marchèrent ensemble jusqu'au parking, l'ambiance entre eux d'épuisement satisfait après la tension des derniers jours. « Cela mérite une célébration », déclara Sophie.
Que diriez-vous d'un dîner au restaurant italien près de la place Bellecour? J'ai entendu dire que le tiramisu est divin. » Tous acceptèrent avec enthousiasme, l'adrénaline de l'opération réussie courant encore dans leurs veines. Tandis qu'ils marchaient vers leur voiture, Marie sentit la main d'Henri s'entrelacer à la sienne. Un geste simple qui portait les promesses d'un futur qui, quelques mois auparavant, elle n'aurait jamais imaginé possible. « Tu sais ce qui est le plus incroyable dans tout ça ?» commenta-t-elle, regardant le ciel étoilé de Lyon. « Ce n'est pas d'avoir résolu le problème mathématique, ni d'avoir découvert le sabotage. C'est de réaliser que j'ai toujours eu cette capacité en moi, attendant simplement l'opportunité de s'épanouir. » Henri sourit, serrant doucement sa main, et dire que tout a commencé avec une femme de ménage curieuse, regardant un tableau rempli d'équations. « Non, » corrigea Marie, avec un sourire confiant. « Tout a commencé avec une mathématicienne déguisée en femme de ménage, trouvant finalement sa vraie voie. 6 mois s'étaient écoulés depuis la tentative de sabotage de Nicolas Fabre. Le projet Gardien de l'énergie était pleinement implémenté, générant des économies sans précédent dans les systèmes énergétiques nationaux. La solution mathématique de Marie, désormais reconnue internationalement, faisait l'objet d'études dans des universités du monde entier. L'article qu'elle avait publié avec Henri dans la Revue française de mathématiques appliquées avait été traduit en 7 langues et cité dans des publications prestigieuses comme Nature et Sciences. Par un matin ensoleillé de samedi, Marie observait la transformation de l'auditorium principal de Tech France. Des chaises organisées en demi-cercle, une table pour les intervenants sur l'estrade, des bannières colorées mettant en valeur le nouveau programme de l'entreprise. Talent invisible, une initiative pour identifier et développer des compétences exceptionnelles parmi les employés de tous les niveaux hiérarchiques. « Nerveuse ?» demanda Sophie, s'approchant avec 2 tasses de café. Marie accepta la boisson avec un sourire. Un peu, je n'aurais jamais imaginé donner une conférence inaugurale pour un programme d'entreprise. Personne de mieux que toi pour cela. Ton histoire est l'essence de ce que nous voulons accomplir. Reconnaître que le génie et le talent peuvent exister partout, indépendamment des titres ou des positions. Les 2 femmes étaient devenues des amies proches ces derniers mois. Sophie, initialement sceptique sur la femme de ménage mathématicienne, était maintenant l'une de ses plus grandes défenseuses, tant au sein de l'entreprise que dans la communauté scientifique plus large. « Comment vont les choses à l'université ?» demanda l'ingénieur s'asseyant à côté de Marie. « Intense », répondit-elle avec un soupir. « Concilier le travail ici avec les études n'est pas facile, mais chaque minute en vaut la peine. Le programme spécial qu'ils ont créé pour moi à Paris-Saclay est incroyable. Je progresse beaucoup plus vite que je ne l'imaginais. » Le programme auquel elle faisait référence était le fruit de la proposition initiale d'Henri, mais il avait évolué vers quelque chose de bien plus grand. L'histoire de Marie avait inspiré la création d'une initiative pionnière pour les autodidactes aux talents exceptionnels, offrant une voie alternative à l'éducation supérieure traditionnelle. En seulement 6 mois, elle avait déjà complété des crédits équivalents à 2 années d'un cursus conventionnel de mathématiques. « Et Thomas, enthousiaste pour son transfert ?» poursuivit Sophie. Le visage de Marie s'illumina. « Très. Il termine son semestre à Toulouse la semaine prochaine, et tout est déjà organisé pour qu'il poursuive ses études ici, à l'université Claude Bernard. Et le meilleur, il a obtenu une bourse d'initiation à la recherche pour travailler précisément sur les applications de notre algorithme dans le domaine de l'ingénierie environnementale. Comme une mère et son fils brillant, révolutionnant le monde, chacun à sa manière, commenta Sophie avec admiration. Et Henri, il vient pour l'événement aujourd'hui ? Une légère rougeur colora les joues de Marie. Sa relation avec le mathématicien s'était épanouie ces derniers mois, se transformant en quelque chose de profond et significatif. Il arrive tout à l'heure. Il finalise les détails de notre nouveau projet de recherche. Le nouveau projet auquel elle faisait référence était une extension de sa solution originale, appliquant les mêmes principes mathématiques à des défis dans d'autres domaines, comme la gestion hydrique et la distribution alimentaire. Le partenariat professionnel et personnel entre Marie et Henri s'était révélé incroyablement fructueux, générant des innovations qui promettaient des impacts significatifs dans divers secteurs. Les portes de l'auditorium s'ouvrirent et François Leroy entra, accompagné par Julien Blanc et quelques membres du conseil d'administration. Le jeune ingénieur, qui avait tant soutenu Marie durant la crise avec Nicolas, avait été promu coordinateur de l'innovation,
devenant l'une des voix les plus influentes dans la nouvelle direction que prenait l'entreprise. « Marie !» appela François, s'approchant avec un large sourire. « Tout est prêt pour le grand jour ?»« Je crois que oui, » répondit-elle, sentant toujours des papillons dans l'estomac à l'idée du public qui allait bientôt remplir cet espace. « Excellent. Je viens de recevoir une nouvelle qui va rendre cet événement encore plus spécial, » poursuivit le PDG, le visage débordant d'enthousiasme. Le ministère de la Science et de la Technologie a confirmé sa présence. La ministre en personne viendra annoncer que le gouvernement adopte notre modèle Talents Invisibles comme base pour un programme national d'identification et de développement des compétences dans les communautés défavorisées. La nouvelle prit Marie par surprise. Ce qui avait commencé comme son parcours personnel se transformait en un mouvement capable d'impacter des milliers de vies à travers le pays. « C'est incroyable », murmura-t-elle, sincèrement émue. « Et ce n'est pas tout », ajouta François, échangeant un regard complice avec Julien. « La Fondation nationale de la recherche a approuvé le financement intégral pour votre nouveau centre d'études. Le Centre d'innovation mathématique appliquée était un rêve que Marie et Henri avaient récemment commencé à ébaucher, un espace dédié à des recherches interdisciplinaires qui appliquerait des approches mathématiques non conventionnelles à des problèmes sociaux et environnementaux. Urgence. La proposition incluait un programme spécial pour identifier et nourrir les talents mathématiques dans les écoles publiques, offrant des bourses et du mentorat aux étudiants prometteurs d'origine défavorisée. Cela signifie, commença-t-elle, peinant à formuler les mots. Cela signifie que tu auras les ressources pour faire pour d'autres ce que tu as fait pour toi-même, compléta Julien avec un sourire. Découvrir et cultiver des talents cachés qui pourraient changer le monde. Les heures suivantes passèrent dans un tourbillon d'activités. L'auditorium se remplit rapidement d'employés de Tech France, de tous les départements, de journalistes, d'universitaires et de représentants du gouvernement. Henri arriva peu avant le début de l'événement, apportant une petite surprise pour Marie, un collier délicat avec un pendentif en forme d'étoile. « Pour te rappeler que ton éclat a toujours été là », murmura-t-il, l'aidant à mettre le bijou. Même quand les autres ne pouvaient pas le voir. À 10 heures précises, François monta sur l'estrade pour lancer la cérémonie. Après un bref discours sur l'innovation et le potentiel humain, il présenta l'invité d'honneur. C'est avec une immense fierté que j'invite sur scène la femme qui a inspiré tout cela. Quelqu'un qui nous a rappelé que le génie n'a pas besoin de diplôme pour exister, que les mathématiques ne sont pas le privilège des universitaires et que les esprits les plus brillants peuvent être cachés dans les endroits les plus inattendus. Mesdames et messieurs, Marie Dubois. Sous des applaudissements enthousiastes, Marie s'avança vers l'estrade. Elle ne portait plus l'uniforme bleu de femme de ménage. Elle avait abandonné cette fonction depuis longtemps, mais un ensemble simple et élégant qui reflétait sa nouvelle réalité, sans renier ses origines. En s'approchant du microphone, elle vit des visages familiers dans le public. Henri au premier rang, souriant avec fierté. Thomas, arrivé par surprise de Toulouse pour l'événement. Martine et d'autres collègues de l'équipe d'entretien, applaudissant avec enthousiasme. Et même certains des ingénieurs qui avaient initialement douté de ses capacités, montrant désormais un respect sincère. « Bonjour à tous », commença-t-elle, la voix ferme malgré sa nervosité. « Mon histoire est connue de beaucoup d'entre vous. Une femme de ménage qui, par hasard, a trouvé un problème mathématique intrigant et a décidé de le résoudre. Cela ressemble à un conte de fées moderne, n'est-ce pas? Mais la vérité est plus complexe et, je crois, plus précieuse. » Elle fit une pause, regardant directement le public. « Je n'étais pas une femme de ménage qui s'est magiquement transformée en mathématicienne. J'ai toujours été une mathématicienne, déguisée en femme de ménage par les circonstances de la vie. Et c'est l'essence du programme que nous inaugurons aujourd'hui. Reconnaître que des talents exceptionnels existent partout, souvent cachés par manque d'opportunités, non par manque de capacité. » Au fur et à mesure que son discours se déroulait, Marie partagea non seulement son parcours personnel, mais aussi sa vision pour l'avenir, une France où des potentiels extraordinaires ne seraient pas gaspillés par manque de reconnaissance ou d'opportunités. Elle parla du nouveau centre de recherche, du programme de mentorat qu'elle développait, et de comment les mathématiques pouvaient être un outil puissant pour résoudre des problèmes sociaux urgents. « Ce que j'ai appris dans ce voyage, conclut-elle, c'est que le véritable gaspillage ne réside pas dans les ressources naturelles ou énergétiques que nous tentons de préserver. Il est dans le potentiel humain qui reste endormi
parce qu'il n'a jamais reçu la chance de s'éveiller. Chaque esprit brillant qui ne trouve pas sa voie est une perte incalculable pour toute la société. Quand elle termina de parler, l'auditorium explosa en applaudissements. La ministre de la Science et de la Technologie monta sur scène pour annoncer officiellement le programme national inspiré par l'histoire de Marie, suivi par François, avec des détails sur l'implémentation chez Tech France et dans d'autres entreprises partenaires. À la fin de l'événement, alors qu'elle recevait des félicitations et partageait des idées avec les présents, Marie sentit une main sur son épaule. C'était Thomas, les yeux brillants de fierté. « Maman, tu étais incroyable là-haut », dit-il, l'étreignant avec force. « J'ai toujours su que tu étais spécial, mais voir tout le monde le reconnaître, c'est indescriptible. »« Merci, mon fils, » répondit-elle émue. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, tu sais, pour montrer que nous pouvons être plus que ce que les circonstances déterminent. Et maintenant, tu le fais pour tant d'autres, » compléta-t-il. « Imagine combien de Thomas et de Marie vont avoir la chance que tu as créée. » La célébration se poursuivit avec un déjeuner spécial, où Marie, entourée d'amis et de collègues, eut l'opportunité de discuter des détails du nouveau centre de recherche et des programmes éducatifs qu'il mettrait en œuvre. Henri resta à ses côtés tout le temps, tenant occasionnellement sa main sous la table, un geste discret qui portait les promesses d'un avenir partagé. En fin d'après-midi, quand la plupart des invités étaient déjà partis, Marie trouva un moment de tranquillité. Marchant dans les couloirs de Tech France, elle arriva à la salle 15, l'endroit où tout avait commencé, où elle avait vu pour la première fois l'équation qui changerait sa vie. La salle était vide maintenant, les tableaux propres, prêts pour de nouveaux défis. S'approchant de l'un d'eux, elle prit une craie et commença à écrire. Ce n'étaient pas des équations cette fois, mais des mots simples qui résumaient son parcours. Le vrai talent ne reste jamais invisible pour toujours. Tandis qu'elle contemplait ces mots, elle entendit des pas derrière elle. C'était Henri, souriant de cette façon spéciale qu'il réservait uniquement à elle. « Prête pour le prochain chapitre ?» demanda-t-il, tendant la main. Marie sourit, entrelaçant ses doigts aux siens. « Plus que prête. Je ne fais que commencer. » Ensemble, ils quittèrent la salle, où l'improbable était devenu possible, marchant vers un avenir qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer 1 an auparavant. La femme de ménage devenue mathématicienne, et le professeur qui avait redécouvert une ancienne camarade, unis par une passion partagée pour les nombres, les équations et, par-dessus tout, pour le potentiel transformateur de la connaissance. Sur le parking de Tech France, sous le ciel orangé du coucher de soleil lyonnais, Henri s'arrêta soudainement et se tourna vers Marie. « J'ai quelque chose à te demander, » dit-il soudain sérieux. « Quelque chose à quoi je pense depuis des semaines. » Le cœur de Marie s'accéléra, anticipant ce qui allait suivre. « Marie Dubois, tu as changé ma vie autant que tu as changé la tienne. J'ai trouvé en toi non seulement un esprit brillant, mais une âme extraordinaire. J'aimerais savoir si... » Il fit une pause, visiblement nerveux. « Si tu accepterais de partager non seulement des projets de recherche avec moi, mais aussi la vie. » Des larmes de bonheur jaillirent des yeux de Marie. Le voyage qui avait commencé par un problème mathématique sur un tableau la conduisait maintenant à une équation bien plus significative, celle de 2 vies qui se complétaient parfaitement. « Oui, » répondit-elle simplement, sachant que dans ce seul mot tenait un univers entier de possibilités. « Oui, de tout mon cœur. » Tandis qu'ils s'embrassaient sous le ciel étoilé qui commençait à apparaître, Marie pensa à combien la vie pouvait être surprenante dans ses variables inattendues. De femme de ménage à mathématicienne renommée, de mère célibataire à partenaire aimé, de talent invisible à inspiration nationale, chaque transformation représentait non une fin, mais un nouveau commencement, une nouvelle équation à résoudre, un nouveau problème attendant son intuition unique. Et elle était prête pour tous, armée de courage, de connaissances et surtout de la certitude que son éclat autrefois caché illuminerait désormais des chemins pour les générations futures.